Bonjour et bienvenue dans le musée des légendes. Je me présente, on m'appelle le voyageur. Je suis un être céleste, mais bien que j'ignore mon origine, je connais mes buts, qui sont dans un premier lieu de recueillir et de protéger de nombreux artefacts magiques. Je passe mon existence à errer entre l'espace et le temps pour récupérer tous ces artefacts. Je les remplace toujours par des copies, moins puissantes mais ayant les mêmes propriétés. Car ma mission m'interdit de guider le monde dans une voie différente par ma venue. Je ne puis donc pas faire disparaître ces objets, car sinon des conflits géopolitiques pourraient en découler, et même leur disparition en elle-même pourrait avoir d'énormes conséquences. Ma seconde mission est de découvrir et de conter l'histoire de ces mondes, au travers des différents artefacts qui sont exposés dans ce que l'on appelle le musée des légendes, et qui permettent à de nombreux êtres de découvrir les travaux des différentes forces régissant l'univers. Ces mêmes forces qui ont créé ce musée afin qu'il soit impossible à quiconque hormis moi de sortir ou de déposer un objet dans ce musée. Pour pouvoir effectuer ces missions, je suis capable de me transformer à volonté afin de passer incognito, dans le but de glaner le plus d'informations possible sur ces différents mondes et les artefacts qui s'y trouvent. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un monde que j'ai découvert récemment. Ce monde a tout d'abord la particularité de ne toujours montrer qu'une seule face à son étoile, ce qui donne l'impression aux habitants s'approchant de la face cachée d'arriver au bord du monde, car il fait de plus en plus sombre et des créatures étranges vivant uniquement dans le noir s'y développent. D'où une idée très répandue chez eux que leur monde est plat et qu'au bord se situent les démons. Sa seconde particularité est la présence de failles entre l'espace, permettant un déplacement instantané d'une planète vers une autre. Et de ces failles appelées brèches sortent souvent des créatures, corrompues par la magie maintenant ces brèches. Magie qu'on appelle magie du néant. Un terme inadapté, car elles ne font pas apparaître des monstres du néant, comme le pensent les habitants, mais se contentent de les téléporter à travers l'univers. Il existe de nombreux peuples et espèces sur ce monde. Les peuples forestiers des terres centrales sont les nés des arbres. Les nés des arbres sont des sortes d'elfes, nés de l'union entre deux arbres, l'un blanc et l'autre noir, qui représentent deux forces opposées, unies dans la protection d'une forêt. Ils sont représentés par deux sexes dans l'imaginaire collectif, bien qu'il n'y ait aucune raison particulière à cela. On attribue à l'arbre blanc le sexe féminin et à l'arbre noir le sexe masculin. L'attribution de l'arbre blanc comme féminin semble surprenant, au vu des a priori de la plupart des personnes sur les femmes. Car cet arbre est celui des deux qui a la force brute, la violence pure pour défendre la forêt. Alors que l'arbre noir, lui, est la défense stratégique, faisant pousser les arbres ou les ronces plus drues pour empêcher les ennemis de passer à certains points clés, et cachant à la vue la colonie des nés des arbres. Le niveau de développement technologique des nés des arbres est assez faible, avec la capacité de fabrication d'arcs de bonne qualité, mais aucune maîtrise du métal. Cependant, ils sont capables de créer des armes extrêmement solides et tranchantes à partir de bois. En dehors de cela, ils sont de bons magiciens, bien que n'étant pas de l'espèce des mages, dont nous parlerons un peu plus tard. Aux alentours des forêts des nés des arbres vivent les hommes de l'Empire. Ce sont des hommes assez grands, raffinés et intelligents. Ils vivent dans de grandes maisons et maîtrisent le fer et un peu l'acier. Leur hiérarchie est assez habituelle. Les seigneurs possèdent les terres, les riches vivent dans de grandes propriétés et font travailler les gens du commun, qui travaillent la terre et travaillent dur, mais sans vivre de façon démunie non plus, car cet empire prospère par la présence des différentes guildes de magie sur son territoire, qui aident toute personne en ayant besoin. Les mages sont une espèce semi-divine, apparue de l'union entre les dieux et les humains, et qui s'est développée depuis. Les mages ont peu de technologie physique, car leur puissance réside dans leur capacité à utiliser les différentes magies pour obtenir tout ce qui leur est nécessaire. Et ils n'hésitent pas à échanger des services magiques contre différentes denrées. Les mages sont organisés en différentes guildes de magie, chacune possédant un conseil de sages comme autorité suprême. Les membres de ce conseil sont choisis directement par les dieux, et ont pour tâche de transmettre leur savoir à leur guilde, mais aussi de réguler les guildes de magie de manière à empêcher
l'apparition de mages dont la puissance pourrait mettre à mal l'équilibre du monde. Il y a de très nombreuses magies dans ce monde, et je m'en vais vous les présenter. Tout d'abord, il y a les magies élémentaires, qui regroupent les mages en 4 grandes guildes. Eau, terre, feu et air. Ces magies fonctionnent essentiellement en utilisant un réceptacle correspondant à l'élément utilisé. Par exemple, une gourde pour l'eau, une lampe pour le feu, un minerai pour la terre ou un instrument à vent pour l'air. Selon la quantité de l'élément présent autour, la puissance possible pour le sort est augmentée, mais aussi en fonction des capacités physiques et de concentration des individus. Les mages ont aussi une affinité élémentaire à leur naissance, en lien le plus souvent avec leur ascendance divine, bien que cela ne soit pas toujours le cas. Cette affinité n'empêche pas les mages qui le décident d'essayer de maîtriser plusieurs magies en même temps, mais ces actions sont très réglementées car étant très dangereuses, tant pour eux que pour le monde. Il existe de nombreuses autres magies, mais elles sont moins reconnues. Certaines considérées comme néfastes, par exemple les nécromanciens, qui sont peu nombreux et très vite tués, car ils représentent une atteinte au droit humain de reposer en paix, qui est une chose très importante pour les dieux et donc par héritage pour les mages. Afin de ne pas offenser les dieux, je ne me permettrai donc pas de vous présenter son fonctionnement. Il existe aussi les mages du néant, liés aux brèches. La puissance de cette magie vient des forces du corps des mages, mais aussi de la puissance des brèches. En clair, un mage du néant a un pouvoir limité à sa puissance physique, tant qu'il n'est pas allé jusqu'à une brèche. Puis peut puiser dans la réserve d'énergie qu'est la brèche, pour créer ce qu'il veut à partir du néant. C'est-à-dire comme pour la brèche qu'il téléporte ce qu'il veut de n'importe quel endroit de l'univers et le fusionne pour créer la chose désirée, dont la complexité augmente avec le point auquel la brèche a corrompu le corps du mage. Cette magie peut créer des choses allant d'un petit anneau à un palais en passant par des armes, mais aussi des créatures au service du mage. Cette magie est très dangereuse, car elle force les gens qui veulent la découvrir à s'approcher des failles, qui ont tendance à augmenter les émotions négatives, notamment la soif de pouvoir, entraînant une envie de conquérir le monde. Or, cette magie leur en donne effectivement le pouvoir, et ces mages sont donc extrêmement surveillés par les différents conseils de sages, notamment au travers d'une magie dont nous allons parler juste après. La magie des ombres est une magie permettant à ces adeptes d'entendre et de voir à partir de n'importe quel endroit sombre. Cette magie est utilisée principalement pour l'espionnage et surtout par les différents conseils de mages, afin de surveiller les mages les plus puissants, pour les empêcher de mettre le monde en péril. Il existe probablement d'autres applications à cette magie, mais étant donné qu'elle est très utilisée pour la sécurité, ils ne peuvent pas se permettre de divulguer trop de choses à son propos. Une autre magie très utilisée par les conseils est la magie de communication, qui est une forme de magie de vent permettant de transmettre des messages instantanément d'esprit à esprit, à condition que les deux mages acceptent la communication. Il existe aussi des magies dont la puissance vient des mots et de l'écriture, comme la magie runique, qui dépend de 3 paramètres principaux: le support, la qualité d'écriture et la connaissance de la langue runique. Le simple fait d'écrire une phrase en langue runique peut la rendre concrète. Mais il y a la contrainte du support, qui est que le texte ne s'applique qu'au support sur lequel il est écrit, et sur une distance dépendant du type d'écriture, par exemple avec de l'encre ou en gravure, et de la qualité d'exécution. Il est donc impossible par exemple de créer des boules de feu à partir de cette magie, sauf si vous écrivez sur un objet qu'il se transforme en boule de feu, si vous le lancez. Et bien sûr, plus l'exécution de la phrase est en dehors des lois de la physique, plus elle dépense d'énergie, soit du support s'il en possède, soit du créateur. Les objets façonnés possèdent beaucoup plus d'énergie que les objets naturels. Et plus la fabrication de l'objet est de bonne qualité, plus cette énergie est élevée. D'où la puissance de certains auteurs ou grands artisans. La langue elfique elle aussi permet cette magie, mais elle est plus efficace sur des objets travaillés à partir de matériaux venant du vivant, contrairement au runique qui est plus puissant sur des objets venant de matières minérales. La dernière magie est une magie surtout utilisée par les nés des arbres.
et elle permet de communiquer avec les esprits de la forêt et de les invoquer en cas de besoin si l'esprit l'accepte. Cette magie se base donc beaucoup sur la création d'une amitié avec les différents esprits de la nature. Une variante de cette magie est utilisée par les peuples des steppes pour créer des amitiés avec de nombreuses bêtes. Suite à cette explication sur les différentes magies, nous allons repasser à la présentation des différents peuples de ce monde. Les nains sont un peuple de petite taille, troglodyte et qui vit en 3 royaumes, séparés par de grandes distances à travers le monde, mais ont un gouvernement central géré par les 3 seigneurs de ces royaumes. 2 de ces royaumes se situent au sud de l'Empire, un à chaque bout de la petite mer, qui est en réalité un immense lac. Et il y a aussi un royaume sur le continent au nord. Les nains sont technologiquement très développés par rapport aux autres peuples, avec une maîtrise du métal inégalée, tant pour les outils que pour les armes, mais aussi une utilisation de technologies très avancées. En effet, ils ont réussi à créer des monte-charges marchant à la vapeur, mais aussi des chariots qui non seulement leur permettent de transporter leurs marchandises, mais en même temps de servir de forge. Et la chaleur de la forge chauffe de l'eau qui aide la charrette à avancer, facilitant le travail des montures des nains. Montures qui au nord sont des sortes de rhinocéros poilus et au sud ressemblent plus à des bœufs. Ce type de chariot réduit énormément la charge apportée par ces bêtes et leur permet de se déplacer plus vite et plus longtemps que la plupart des autres convois de marchandises, rendant le commerce des nains extrêmement profitable par rapport à d'autres peuples. La communication des nains se fait par l'utilisation de la langue runique et de la magie de terre, ce qui leur permet de transmettre des messages en gravant des roches dans une ville. La gravure sera transmise à une ville située plus loin. Nous ne savons pas l'étendue du réseau de routes et de villes souterraines des nains, mais les légendes disent qu'il y a des routes rejoignant les 3 royaumes nains, pourtant séparés par d'énormes distances. Au sud de la petite mer se trouvent des terres plates et herbues avec peu de forêts. Dans ces plaines vivent de nombreuses tribus indépendantes, nomades ou sédentaires. Ces tribus vivent le plus souvent de l'élevage, de la chasse et du troc. Ces tribus ont un niveau de développement à peu près égal entre elles, avec une maîtrise du métal assez faible, mais une grande habileté au combat sur des montures. Ces tribus sont de grands éleveurs et domesticateurs. Et comme dit précédemment, ces tribus utilisent de la magie afin de créer une amitié plus grande avec les bêtes qu'ils apprivoisent, et qui sont très variées, car presque toutes les espèces de ces steppes ont eu au moins un individu qui a été domestiqué. Au sud de ces plaines se situent les îles pirates, qui sont en fait d'anciennes îles appartenant à l'Empire, qui se sont rebellées et qui tentent de créer un gouvernement libre et égalitaire. Mais ils se heurtent aux intérêts personnels et doivent pour subsister se servir sur les bateaux commerçants entre les différentes tribus des steppes, ou se servir sur les ressources de l'Empire qui possède encore une enclave près de ces îles. Au nord de l'Empire se situe un continent qui est réparti en 2 royaumes. Un royaume nain dont nous avons parlé précédemment et un royaume humain gouverné par 2 seigneurs. L'un régnant au sud de ce continent et l'autre au nord. Au sud, les terres sont fertiles et les hommes y vivent de la chasse, de la cueillette et surtout de la pêche, mais aussi de l'élevage et de l'agriculture. Le climat est très froid en hiver et plutôt doux en été. Au nord, les terres sont enneigées en permanence, et les seules manières de se nourrir sont la chasse et le commerce. Ce peuple possède une technologie peu développée dans la fabrication d'armes et d'outils, car ils maîtrisent à peine le fer. Mais le royaume nain proche leur fournit des armes et des outils de très bonne qualité en échange de fourrure et de nourriture. Les technologies de ce royaume se sont orientées autour de la construction navale, dont ils sont les meilleurs constructeurs de ce monde. Leurs navires sont grands et rapides et peuvent embarquer des armes de siège, comme des catapultes ou des balistes pour terrasser les plus grands monstres. Car d'après des textes anciens, les dieux leur auraient confié comme tâche de défendre les hommes des créatures sortant des 2 brèches. La partie au sud du royaume est beaucoup plus maritime, et donc défend les terres des monstres arrivant de la brèche, située dans les îles magiques dont nous reparlerons juste après, que l'on appelle brèche maritime.
Alors que la partie la plus au nord du royaume a pour rôle de protéger le monde contre les créatures sortant de la brèche située sur ce continent, appelée brèche terrestre. Les îles magiques sont un archipel d'îles composé en majorité de petits cristaux magiques, augmentant la puissance de n'importe quel magicien se tenant dans ces îles, d'où leur nom d'îles magiques. Mais malgré cela, les créatures et vivants sont tellement dangereuses qu'aucune civilisation n'a réussi à s'implanter dans ces îles, qui sont par ailleurs difficilement praticables, car toutes les parties non cristallines sont marécageuses, rendant les voyages au travers de ces îles très périlleux. C'était le voyageur, je vous remercie d'avoir écouté ce que j'avais à vous dire. À bientôt pour une prochaine histoire.